les individus entre eux. Je me suis entretenue avec Mme André East du service de police de Gatineau. On peut écouter l'entrevue. Avec Mme André East, qui est policière au service de police de la ville de Gatineau. Bonsoir. Bonsoir. Et là, policière, mais vous avez un titre particulier, c'est lequel? Oui, donc moi, je travaille au niveau de la section résolution et action préventive de quartier. On est 13 agents dans cette section-là, puis on s'occupe de faire la résolution de problèmes, autant dans les différents secteurs de la ville que dans les écoles, tant primaires que secondaires. Moi, pour ma part, je fais partie de l'équipe des 4 agents qui travaillent dans les écoles secondaires uniquement au niveau de la ville de Gatineau. On est ici pour parler d'intimidation, mais premièrement, il faut que je pose la question, qu'est-ce que l'intimidation? Bien, l'intimidation, en fait, c'est difficile à définir. Hein. Même nos élèves, quand on leur en parle, ils ne trouvent pas nécessairement les bons mots pour le dire. Même pour nous, c'est un phénomène qui est quand même nouveau. C'est une infraction qui est nouvelle pour nous dans le niveau scolaire qu'on va traiter. Puis quand on en parle au niveau de l'école, l'intimidation, c'est pas nécessairement de l'intimidation au sens du code criminel. Parce que oui, il y a une infraction intimidation au code criminel, mais nous, on va plutôt parler de harcèlement. Donc, ça va être, par exemple, de suivre une personne de façon continue, de la surveiller, d'entrer en contact avec elle de façon répétée, de façon à faire en sorte qu'elle se sente mal à l'aise, qu'elle ne se sente pas en sécurité. Donc, ça, c'est vraiment de l'intimidation, mais nous, on va plutôt accuser de harcèlement. Puis, dans l'intimidation, on va retrouver d'autres sortes d'infractions. On peut parler de menaces, soit de frapper, tuer une personne, blesser une personne, briser des choses. Ça peut être aussi des voies de fait. Quand on parle de voies de fait, on va parler de pousser, cracher sur une personne, frapper. Donc, tout ça, ça entre dans le contexte de l'intimidation. Donc, si je comprends bien, exemple, papa, maman, leur garçon à l'école secondaire, il se fait traiter de pas beau, de gros, ou de plein de noms comme ça. Les parents risquent de vous appeler en disant « Hey, mon gars est victime d'intimidation », c'est pas le cas, il y a une nuance ici. Là. Il y a vraiment une nuance. Puis des fois, c'est pas évident pour un parent de se faire dire que c'est plutôt un conflit que de l'intimidation, parce que c'est difficile à vivre pour l'élève. Chaque fois qu'il va à l'école, bien là, il est victime des moqueries des autres, il va se faire traiter de nom. Par contre, il faut vraiment un contexte particulier pour pouvoir dire que c'est criminel. Ce n'est pas tous les types d'intimidation en milieu scolaire qui vont être criminels. Mais nous, on vient travailler en partenariat avec les TS, avec les TES, donc les techniciens en éducation spécialisée de l'école, pour déterminer à quel genre de situation on fait face en ce moment, comment on peut aider l'élève. Est-ce qu'on va aller d'un point de vue criminel parce que c'est criminel? Est-ce que cet élève-là veut s'impliquer dans un processus comme ça? Ou est-ce qu'on va vraiment plus travailler au niveau de l'école, avec les ressources de l'école, pour tenter de régler le problème à l'interne? C'est vraiment un travail de longue haleine. Là, on ne peut pas régler un cas, que ce soit d'intimidation ou carrément d'infraction criminelle, ça ne se règle pas en une journée. Non, c'est beaucoup de travail. C'est de l'implication aussi de la part de la victime. Parce qu'il faut comprendre que du moment qu'une victime va décider de porter plainte au niveau de l'intimidation auprès de nous, service de police, bien, elle s'engage dans un processus judiciaire. Puis il faut qu'elle comprenne qu'au bout de ce processus-là, c'est possible qu'elle se retrouve à la cour à aller expliquer son histoire devant un juge. Et oui, l'accusé va être présent. Ça, c'est des choses que certaines victimes, parce qu'elles ont très peur, parce que ce qu'elles vivent est vraiment difficile, mais pour elles, ce n'est pas envisageable de le faire. Puis nous, on n'est pas là non plus pour forcer personne à venir devant la cour. On sait à quel point c'est un processus qui est stressant. Le but, c'est d'aider la personne puis de faire en sorte que ça règle le problème, peu importe la voie qu'on va utiliser pour le faire. Une des voies utilisées, c'est la prévention. Corrigez-moi, je me trompe. Il y a des présentations qui sont faites au secondaire 1. Oui, exactement. Donc, en chaque début d'année, on fait une tournée dans les écoles. Tous les groupes de secondaire 1, adaptation scolaire, sont rencontrés par le policier éducateur de l'école, qui est attitré. Donc, on va aller parler avec eux de l'intimidation dans toutes ses facettes. Intimidation directe, indirecte, cyber-intimidation. Quelles sont les conséquences pour les victimes, pour les agresseurs, pour les témoins aussi, parce que ce n'est pas évident pour les témoins. On explique c'est quoi les conséquences si on fait de l'intimidation, qu'est-ce que ça peut amener. Donc, ça amène pour nous la possibilité aux jeunes de leur exposer ce phénomène-là. Ça leur permet aussi à eux de nous poser des questions puis de s'instruire sur ce phénomène-là. Justement, vous dites que les jeunes vous posent des questions. Est-ce que les jeunes sont alertes vis-à-vis de l'intimidation? Il y a maximum 5 ans, 10 ans, on n'en parlait nullement. Est-ce que les jeunes sont alertes, veulent régler le problème ou c'est carrément le contraire, ils se ferment les yeux? Ils sont très à même d'être capables d'identifier de l'intimidation. Là où on a un problème, c'est au niveau des témoins.
souvent les gens vont continuer leur chemin sans dénoncer. Ils vont faire comme si ça n'existait pas. Ça peut être parce qu'ils sont mal à l'aise, ça peut être parce qu'ils ne veulent pas être victimes à leur tour, puis c'est tout à fait comprenable. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent nos victimes ne dénonceront pas. C'est vraiment par l'aide des témoins en général qu'on va réussir à identifier des situations d'intimidation. Donc oui, ils savent ce que c'est, oui, ils savent que ça existe, même souvent quand on va leur en parler, ils nous disent « Ah non, vous n'allez pas encore nous parler d'intimidation ». On leur explique « Oui, il faut en parler encore parce qu'il y en a encore, puis il y en a beaucoup. Malheureusement, on en fait beaucoup des interventions pour ça, puis notre but, c'est de diminuer le plus possible le nombre de cas d'intimidation qu'il va y avoir en milieu scolaire. Je vous amène sur un autre point rapidement, la cyberintimidation avec toutes les bébelles électroniques qu'on retrouve maintenant sur le marché. Ça doit être plus compliqué pour vous, justement, d'identifier les cas d'intimidation parce que c'est complètement différent qu'une intimidation directe. C'est une forme d'intimidation indirecte, la cyberintimidation. Donc, on utilise un média, que ce soit l'Internet, que ce soit un téléphone cellulaire, la messagerie, pour faire de l'intimidation. C'est sûr que, oui, ça complique le processus, mais ça ne le rend pas impossible au niveau de l'enquête. Dans le fond, on va débuter de la même façon. On va commencer par analyser le dossier, voir est-ce qu'effectivement il y a de l'intimidation, est-ce qu'effectivement c'est criminel, ce type d'intimidation-là. Puis si oui, bien, au besoin, on va faire appel à notre bureau des enquêtes pour faire certain que la personne qui a envoyé le message, la personne qui a communiqué par Facebook ou par Twitter ou par messagerie instantanée, que c'est effectivement la personne auquel l'appareil est relié. Parce que c'est évident que quelqu'un pourrait prendre le téléphone d'une autre personne ou s'inscrire sur le compte de quelqu'un d'autre sur Facebook en connaissant son mot de passe et faire de l'intimidation en son nom. Donc, il faut s'assurer de ça. Il faut être sûr, hors de tout doute raisonnable, que l'auteur de l'intimidation est bien la personne qui est identifiée au niveau de l'Internet ou de la messagerie texte. En terminant, qu'est-ce que vous diriez justement à ceux qui sont victimes d'intimidation et qui auraient peut-être peur ou les témoins qui ne veulent pas s'avancer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à avancer la situation? Ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne nuit pas à un agresseur, même si c'est un de nos amis, en dénonçant. On vise aussi à aider l'agresseur, parce que l'agresseur, souvent, quand il va faire de l'intimidation, bien, ça va être lié à des problèmes. Soit qu'il a été lui-même victime d'intimidation, soit qu'il y a des problèmes personnels. Donc, lui aussi, on va l'aider. On n'est pas juste là pour sanctionner. Au niveau de la victime, bien, souvent, cette victime-là, elle manque de voix pour parler. Donc, elle a besoin de quelqu'un pour parler pour elle. Puis même si cette personne-là est trop gênée, elle a trop peur pour porter plainte, bien, elle peut le faire dans l'anonymat. On a un site Internet, www.taxage.ca, où on peut remplir une demande, une plainte, dans le fond, par Internet, anonyme, où les policiers, c'est nous qui les recevons à notre section, Résolution Action préventive de quartier, et on traite la plainte. Donc, même un témoin pourrait dénoncer une situation d'intimidation de façon anonyme, il ne serait pas rencontré.